Bonjour Julien Audoul, merci Bonjour. de nous recevoir dans votre département de l'Yonne, dont vous êtes député sortant. Ça fait désormais 2 ans que vous êtes député du Rassemblement national. Vous êtes aussi devenu une figure connue de ce parti en tant que porte-parole. Je veux savoir quel bilan vous tirez de ces 2 ans. C'est beaucoup d'actions, beaucoup de terrain déjà, parce que je suis et je resterai un député de terrain au plus près de mes concitoyens. Donc toutes les semaines, c'est vrai que je prends plaisir à aller sur les événements de la circonscription, les foires, les vides-greniers, les brocantes. J'avais promis à mes concitoyens que je serais le député des lotos et des vides-greniers. Je pense avoir rempli cette promesse, puisque c'est quelque chose de très important pour moi de maintenir ce contact, cette proximité. Et puis il y a un bilan aussi parlementaire à l'Assemblée nationale avec mes collègues députés du groupe RN. Je pense qu'on a montré pendant 2 ans qu'on était à la fois sérieux, crédible. On a défendu nos propositions de loi, le programme de Marine Le Pen, défendu aussi les convictions de nos concitoyens. On a fait émerger des débats qui peut-être auraient été occultés ou oubliés, celui sur le pouvoir d'achat par exemple. Il ne faut pas oublier que le paquet pouvoir d'achat qui a été voté à l'été 2022, c'est grâce au Rassemblement national. Et puis ce fameux projet de loi immigration qui n'aurait jamais vu le jour si le Rassemblement national n'avait pas été aussi présent à l'Assemblée. Et puis à titre personnel, c'est 8 propositions de loi déposées sur des sujets extrêmement concrets, que ce soit la lutte contre les rodéos sauvages, aider à faciliter donc l'expulsion des OQTF, l'interdiction des signes religieux et politiques ostensibles dans le sport notamment, ou aussi sur la condition animale. Donc des propositions de loi qui ont été, j'allais dire, guidées à la fois par une actualité, mais aussi par des remontées de terrain. Alors, c'est intéressant que vous parliez du terrain parce que c'est quand même, on a l'impression que c'est une sorte de stratégie qui avait été mise en place par le Rassemblement national après les législatives de 2022. Votre parti est très souvent présent dans les circonscriptions. On entend 2 ou 3 jours par semaine, je crois, généralement. Est-ce que, selon vous, c'est ça qui a permis à Jordan Bardella d'obtenir un score aussi important aux dernières élections européennes? Ah, je pense que la proximité fait partie des atouts du Rassemblement national. C'est que nous ne sommes pas des élus hors sol, nous sommes des élus de terrain, au plus près. Nous sommes toutes les semaines sur les marchés, nous sommes toutes les semaines au contact de nos concitoyens. Alors, nous ne sommes pas déconnectés, éloignés. Nous n'oublions pas que notre mandat, nous le devons au peuple qui a souhaité que nous soyons leurs représentants pour les défendre. Et donc nous rendons une partie de cette confiance déjà en étant présents et accessibles. C'est, je pense, l'une des marques de fabrique du Rassemblement national. Alors encore une fois, ce n'est pas une stratégie parce que moi je fais ça depuis 10 ans dans l'Yonne, depuis que je suis engagé en politique dans l'Yonne. Je le faisais quand j'étais conseiller régional, je le faisais quand j'étais simple militant, je le fais toujours en tant que député et là député sortant. Donc ce n'est pas une stratégie, c'est une manière de faire de la politique où on considère que c'est le peuple qui est au centre de tout. On lui doit d'expliquer ce qu'on fait et on lui doit aussi de remonter ce qu'il veut, ses préoccupations, ses difficultés, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce que finalement c'est, j'allais dire, l'alpha et l'oméga, c'est l'intérêt du peuple et l'intérêt de la nation. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, concrètement, pour les habitants de Lyon, justement? Alors beaucoup de choses, au-delà de la défense de leurs idées, puisqu'ils m'ont élu comme un député d'opposition au macronisme. Donc j'ai évidemment été dans le groupe d'opposition, le premier groupe d'opposition, pour les défendre, pour incarner une alternative, pour combattre les politiques les plus funestes. Si je prends l'exemple de la réforme des retraites, voilà, on a été en première ligne pour dénoncer et combattre cette réforme injuste socialement et inefficace économiquement. Et puis, au niveau local, ce que j'ai dit à mes concitoyens, c'est que vous m'avez élu à l'Assemblée avec une étiquette politique, mais au niveau local, mon étiquette, c'est le territoire. C'est le nord de Lyon, c'est ma seule couleur politique. Et au nom du territoire et de l'intérêt de ses habitants, j'ai défendu, j'ai porté avec des élus locaux des sujets d'intérêt local, des sujets pour l'attractivité du territoire, comme un projet de construction de lycée qui a rassemblé bon nombre d'élus locaux, de toutes tendances d'ailleurs,
le premier vice-président du département, le sénateur macroniste Jean-Baptiste Lemoyne, des présidents de comités de communes, une quarantaine de maires voilà, qui ont souhaité tout simplement s'associer et engager cette réflexion pour la construction d'un lycée qui est au cœur de l'attractivité, la future attractivité du territoire. Donc je suis heureux en tout cas que ces sujets puissent être abordés. Et il y a encore beaucoup de travail à faire pour lutter contre la désaffectation médicale, le retour de services publics, l'accès aussi à l'éducation. On a beaucoup de fermetures de classes dans la ruralité où j'étais aussi en première ligne pour dénoncer les coupes sombres de l'éducation nationale. Et donc il y a beaucoup de choses à faire et à continuer ensemble au nom de l'intérêt du territoire du Nord-de-Lyon. Alors, on va partir sur les législatives maintenant. Alors, le Rassemblement national a demandé pendant plusieurs mois à Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de défaite. Et Emmanuel Macron, quelque part, a accédé à votre demande, à votre requête. Et pourtant, on a l'impression quand même que, pour vous comme pour les autres partis, ce début de campagne est quand même un peu précipité, peut-être un peu une surprise quand même. Comment est-ce que vous êtes organisé justement pour voilà, repartir en campagne après, juste après les européennes pour 2 ou 3 semaines? Alors nous avions la chance d'avoir anticipé, comme d'avoir anticipé. On avait construit avec la direction du mouvement un plan Matignon en cas de dissolution, puisque nous la demandions depuis longtemps. On avait bien senti l'impasse du macronisme, la rupture avec le peuple et surtout la trahison de 2022 où le peuple avait retiré sa confiance au président de la République avec ce refus de majorité absolue. Le président de la République n'en a pas tenu compte dans les politiques qu'il a menées, dans la manière dont il a eu de gouverner, la succession des 49-3, etc., et la continuité du mépris. Donc on sentait que la dissolution pouvait intervenir, donc on a anticipé avec la direction du Rassemblement national, ce qui fait que nous étions prêts. Nous avons été prêts le dimanche soir des élections européennes quand Emmanuel Macron donc annonce cette dissolution. Et donc nous avions des candidats déjà qui avaient été À ce moment-là, tout le monde est parti au siège d'un coup pour une réunion qui a duré jusqu'au bout de la nuit, je crois. Tout à fait. Et puis, mais nous avions une longueur d'avance parce que nous avions anticipé cela, parce que nous préparons chaque élection avec beaucoup de sérieux et que notre objectif, c'est de servir la France. Et donc, comment la servir au mieux en cas de dissolution? C'est en préparant, en étant prêt. Après, voilà, c'est une campagne qui est très rapide, très inédite, et où on doit tout faire en un minimum de temps, avec beaucoup de précipitation. Mais je pense que, voilà, que le parti, en tout cas, était en ordre de marche et montre que, tout simplement, il était organisé pour cette échéance. Alors, le Rassemblement national a une stratégie qui est assez inédite pour cette campagne inédite. C'est celle de non plus se poser en adversaire du macronisme, mais en adversaire du nouveau Front populaire qui semble être pour vous la plus grande menace. Alors vous, particulièrement, vous êtes connu pour votre vigueur, on va dire, dans l'opposition au nouveau Front populaire. Pour vous, qu'est-ce que ça représenterait une victoire, même relative, de cette union des gauches? Alors, ce n'est pas une union des gauches, c'est véritablement la coalition de l'extrême gauche. C'est un nouveau front antisémite, ultra-violent, antidémocratique, qui se déguise, qui se cache sous l'appellation Nouveau Front populaire avec des étiquettes entre guillemets respectables comme le Parti socialiste, les écologistes ou autres, mais derrière, c'est la France insoumise qui pilote tout. Et c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon qui s'appliquerait demain si le nouveau Front populaire avait la majorité à l'Assemblée nationale. Et ce programme est évidemment dangereux économiquement, puisque ce serait tout simplement la ruine pour notre pays, la mise sous tutelle par le Fonds monétaire international, et ce serait surtout un chaos social, un chaos migratoire, un chaos sécuritaire. Il suffit de regarder et d'écouter les déclarations, les propositions, donc le désarmement de la police, la fin de la BAC, la fin de la propriété privée avec l'abrogation de la loi anti-squatter, c'est-à-dire que le squat serait légalisé, voilà, donc une insécurité totale, la taxation
voilà, de tous les propriétaires, notamment les petits propriétaires, la fin de l'agriculture française, il faut le dire aussi, avec l'interdiction des produits phyto, ce qui conduirait à une baisse de production de 80%, donc la mort de l'agriculture française, la fin des frontières, évidemment, avec la répartition des migrants et leur naturalisation. Donc c'est véritablement un danger qu'il faut prendre très au sérieux, parce que le nouveau Front populaire est accompagné par les médias, par, comment dirais-je, une certaine gauche qui, sous couvert de vouloir faire barrage au Rassemblement national, est prêt à toutes les compromissions, à toutes les trahisons, y compris de valider des thèses nauséabondes comme l'antisémitisme, le racisme, la violence, la sédition, l'homophobie, etc., qui sont dans le corpus politique et idéologique de la France insoumise et donc du nouveau populaire. Donc c'est vrai que c'est la principale menace dans ces élections législatives. Et alors, selon vous, le fait que des personnes comme Raphaël Glucksmann ou François Hollande, qui sont quand même plutôt connus pour être des modérés, à gauche en tout cas, pour vous, ça ne signifie pas qu'il y aurait une juste répartition, on va dire, une gauche plus centrisée quelque part? Non, non, non. Ces gens-là sont des traîtres. Ces gens-là sont des traîtres puisqu'ils n'ont eu de cesse de dénoncer les outrances, la violence de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise pendant la campagne des européennes et bien avant, et notamment sur Gaza, sur le Hamas, sur les attentats du 7 octobre. Et là, juste pour obtenir des postes, juste pour obtenir des sièges à l'Assemblée nationale, en fait, ils sont prêts à vendre leur âme et à se soumettre à la France insoumise. Parce que la réalité, c'est que c'est la France insoumise qui a le maximum de circonscriptions gagnables. C'est la France insoumise qui a eu le maximum d'investitures. C'est le programme de la France insoumise qui est l'essentiel du programme du nouveau Front populaire. C'est quelqu'un de la France insoumise, et certainement Jean-Luc Mélenchon ou un autre dingue, si je peux dire, qui serait Premier ministre en cas de victoire et de majorité absolue du nouveau Front populaire. Donc, de dire qu'ils vont peser, de dire que finalement c'est une coalition qui ne pense pas la même chose, etc., tout ça, c'est du mensonge, c'est de la trahison, c'est de la tromperie. La réalité, c'est qu'ils se soumettent à la France insoumise uniquement pour quelques sièges. Alors, ces temps-ci, on retrouve aussi un sursaut du fameux barrage républicain, front républicain comme on veut, contre le Rassemblement national, notamment à cause de certains de vos candidats qui sont jugés très à droite ou d'un supposé retour du fascisme et des années 30 en France. Je veux savoir, il y a quand même beaucoup de Français, 48% je crois, qui craignent l'accession de Marine Le Pen au pouvoir un jour. Qu'est-ce que vous dites à tous ces Français? Mais je dis à tous ces Français, il y a une partie d'entre eux, effectivement, qui peuvent avoir des préjugés de bonne foi, qui peuvent avoir des craintes que je peux entendre, parce que le passé, parce que le bourrage de crâne médiatique, parce que peut-être qu'ils ne nous ont jamais vus ou entendus réellement, et moi je les comprends. Après, il y a des Français qui sont aveuglés idéologiquement et qui sont dans la crainte de perdre leur place, déjà, de perdre un système qui a conduit notre pays sur la pente du déclin depuis 40 ans, et que finalement ils instrumentalisent cette peur pour pouvoir soit se maintenir, soit exister, etc. Mais concernant les autres, beaucoup de travail a été fait pour rassurer, pour expliquer, pour montrer la réalité de notre programme, loin des caricatures et des préjugés. Il reste encore du travail, certainement, mais je pense que ce que nous avons montré à l'Assemblée nationale, les 88 députés localement, l'implantation que nous avons, les propositions aujourd'hui qui sont partagées par une majorité de Français, tout notre programme aujourd'hui ne fait plus peur, puisque c'est ce que veulent les Français, expulser des délinquants criminels étrangers, la fermeture des mosquées radicales, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat, plus de justice sociale, lutter contre une mondialisation sauvage aujourd'hui qui pénalise notre industrie, notre agriculture. Les Français sont d'accord sur ça. Voilà. Et nous sommes les seuls à pouvoir mettre en œuvre ce programme et avoir la crédibilité et la volonté de le mettre en œuvre. Voilà. Tous les autres ont échoué. Vous savez, quand les autres nous donnent des leçons de morale, qu'on entend Bruno Le Maire, qui est quand même le ministre de la dette, des fermetures d'entreprises, des déficits, etc., c'est vrai qu'on a du mal à entendre ces leçons parce que son bilan est accablant. Voilà. Donc, puis il y a un argument de poids, c'est qu'on ne nous a jamais essayé.
On a tout essayé depuis 40 ans. Tout a conduit notre pays à dégringoler sur tous les plans. L'insécurité, le commerce extérieur, la répartition des richesses, etc. Il serait temps d'essayer autre chose.